Et oui, c'est vendredi soir, il est 18h, c'est donc l'heure de votre grand talk show automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM qui déborde d'experts automoto. C'est sur Maxime Martinique, c'est à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane qui est fidèle partenaire vraiment, merci à Dodge Ramonti, voiture de l'émission. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, l'immense joie et franchement l'immense honneur de recevoir une des plus belles femmes des Antilles, sans aucun doute une des artistes les plus talentueuses de Martinique, sûrement la femme antillaise la plus connue sur notre planète. Mesdames et messieurs, la parolière et interprète Jocelyne Berroir. Bienvenue. Du groupe Cassav, bien sûr. Merci de me recevoir. Merci franchement à vous d'être venu. Alors Jocelyne Berroir donc, sort aux éditions Le Cherche Midi Loin de la mer, avec un joli petit jeu de mots d'ailleurs, ou comment Cassav a créé le zouk. Avec Cassav, elle a fait zouker le monde entier, chanter dans des stades et des lieux complètement bondés à guichets fermés. Elle a vendu des millions d'albums et collectionné des disques d'or. Mesdames et messieurs, je vous demande encore des applaudissements pour Jocelyne Berroir. Si le livre, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous propose de vraiment aller très vite en librairie pour récupérer ce fabuleux bouquin. On va en parler d'ailleurs dans un petit moment. Jocelyne, merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu me permets de te tutoyer ? Pas de problème. Avec plaisir, alors franchement. Et bien sûr, on va dans très peu de temps parler de ton livre et c'est vraiment pour ça qu'on t'a invité, pour rien d'autre. Mais quand même, j'avais une petite question à te poser. On est dans une émission un peu automoto. Oui. Et j'aurais voulu savoir, connaître depuis ta jeunesse peut-être et peut-être plus tard et aujourd'hui, quelle a été ta relation avec l'automobile ou la moto d'ailleurs ? Alors l'automobile, évidemment, quand j'étais petite, il n'était pas question que j'en conduise. À l'époque, je crois que ça a toujours été à 18 ans, je crois qu'on pouvait commencer à conduire des voitures. Et je suis partie un petit peu avant ma 18e année. Donc, en France, étudiante, j'avais pas les sous pour acheter de voiture. Par contre, je rentrais dans la voiture des copains pour aller à droite et à gauche. Donc, c'était un moyen pour se déplacer. En fait, on avait besoin d'une voiture, d'un transport quelconque. Voilà. Donc, mais au fur et à mesure, j'ai eu un accident de voiture où j'ai été éjectée de la voiture et donc j'ai un peu rechigné à passer le permis. Et pendant longtemps, pour rigoler, tout le monde me disait « Comment t'as pas le permis ?» Et moi, je rigolais, je disais « J'ai jamais imaginé ma vie autrement qu'avec chauffeur. » Jusqu'à ce que, comme mon compagnon m'a lâché, donc j'avais plus de voiture. Ça, j'en ai donc plus de chauffeur. Et donc j'ai passé le permis à ce moment-là. Et depuis, je conduis, quoi. Donc, j'aime bien la voiture, mais je ne suis pas une fanatique. C'est-à-dire que quelquefois, je roule dans des voitures, je ne connais même pas la marque de la voiture. Oui, c'est ça. Je suis très gênée quand on me dit « Mais t'as quelle voiture ?» Je dis « Attends, je vais regarder. » C'est excellent. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Maintenant, la moto, ou plutôt la mobilette, j'ai eu l'occasion d'en faire quand j'étais petite, très peu. Parce que mon père était sévère, donc il ne nous a pas donné de bicyclette pour qu'on n'aille pas ailleurs, sans autorisation. Et les mobilettes, c'était surtout pour lui et mes frères. Donc, quand il dormait, il faisait la sieste et qu'il fallait que j'aille en cours, mon frère m'amenait à mobilette. Et dans la dernière ligne droite, avant le lycée de jeunes filles, souvent, je demandais à faire un petit coup de mobilette, quoi. Donc, je conduisais dans la ligne droite et un jour, je me suis étalée. Enfin, bref, donc, j'ai abandonné la mobilette aussi. Vous avez confondu le frein et l'accélérateur, Exactement. Je crois que j'accélérais, puis je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait ralentir alors que j'étais en train d'accélérer. Je dis, l'accélérateur est bloqué. Et mon frère, à sentant que j'allais m'étaler, il a sauté, lui. Donc, il m'a sans doute un peu déséquilibré. Quand j'ai pris le virage, évidemment, j'ai fait un vol plané mémorable et voilà. Alors, au-delà de... Oui, bien sûr. Je vais poser une question, parce qu'on parle de transport. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Je permets de te tutoyer. Oui, pas de problème. Tu as beaucoup voyagé. Quel type de transport qui t'ont étonné ou qui t'ont marqué, même si tu ne les as pas pris? Je sais que tu es allé en Afrique, dans d'autres pays. Est-ce que tu as vu des choses qui n'étaient pas communes, en fait, aux Antilles? Oui, il y avait déjà l'hydroglisseur. Quand on allait en Angleterre à l'époque, en fait, il y avait l'hydroglisseur avant de... Mais souvent, on prenait le bateau de nuit parce que ça nous permettait de gagner la journée, quoi, une journée. Ouais. Mais l'hydroglisseur, j'aimais bien, c'était assez rigolo. Et je crois même que Jocelyne, vous avez pris l'avion sans siège, une fois. Oui, on a pris un avion Hercule qui transportait donc du matériel militaire. Comme on avait énormément de matériel à transporter, donc c'était la meilleure des solutions. Alors à l'aller, on avait eu des chaises d'écoliers. Ouais. Et puis il y avait une seule ceinture de sécurité qui faisait
toute la rangée. C'était assez rigolo, on était tous attachés comme ça. Mais je disais, mais s'il y a quelque chose, tout le monde vole au plafond quand même. C'est sûr. Bref, donc au retour, comme on était un peu à la bourre, je raconte l'histoire dans le livre, on était trop pressés. En fait, on voulait pas attendre les sièges, on a voyagé assis par terre. Pour être sûr d'arriver au concert à l'heure, quoi, finalement. Alors ça me fait toujours rire quand dans les avions on me dit attachez votre ceinture, madame, redressez votre siège et compagnie. Je rigole, je sais que c'est pour notre sécurité. Bien sûr. Ça, je respecte ça, mais ça me fait sourire quand même, quoi. Voilà. Alors, au-delà de la voiture et de votre voiture personnelle, peu importe d'ailleurs, puisqu'on a bien compris que c'est un objet utilitaire plutôt. Oui, c'est ça, voilà. Alors, au-delà de ça, est-ce que vous êtes quand même concerné malgré tout par l'écomobilité? Est-ce que vous vous rendez compte quel sentiment vous avez sur l'état de notre planète aujourd'hui? Peut-être l'état de la Martinique aussi, puisqu'on fait partie de la planète. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la voiture électrique qui va peut-être aider à moins polluer la planète. Il y a aussi les voitures qui sont automatisées, etc., qui permettent des tas de choses. Moi, je sais qu'une fois, j'étais dans une voiture qui faisait marche arrière, qui s'est arrêtée brutalement parce que il y avait trop de branches et que il y avait une alerte qui freinait la voiture. Donc, ça peut être un peu embêtant par moment, mais en tout cas, celle que j'ai, je fais des marches arrière sans devoir attraper un torticolis, c'est génial. C'est super, je veux dire, il y a plein de... L'évolution même de la voiture est absolument géniale. Bon, l'intelligence artificielle me fait un peu peur quand même pour l'avenir, mais en soi, le fait de passer d'un moteur thermique à de l'électrique, c'est pas du tout un problème pour vous. Parce qu'on a des aficionados justement du thermique qui auront du mal, qui sont plutôt dans le « Ah oui, mais c'était peut-être mieux avant ». Ils ont du mal à s'y faire à ce changement. Non, pour moi non. Le seul problème que j'aurais avec ça, c'est peut-être l'histoire des batteries. Que faire des batteries l'impact. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en plus, ça fait pas de bruit, c'est génial. Et les voitures qui ont les deux systèmes, c'est génial aussi. Hybride, voilà. Parce que je veux dire, aujourd'hui, tout le monde pleure quand ils doivent faire un plein d'essence. Donc, avec l'électrique, peut-être quand même. Ça permet quand même l'électricité va peut-être augmenter aussi, mais bon. En plus, on peut dire que vous êtes quand même un petit peu concerné par la sécurité routière, quelque part, et ça rejoint un petit peu le travail d'Éléonore toute l'année. C'est que vous avez participé à un film, justement, pour la sécurité routière. J'ai fait, ici à la Martinique, on avait fait un petit film pour la sécurité routière, pour expliquer aux gens que la vitesse, évidemment, c'était peut-être réservé aux voitures qui amenaient les malades. Et oui, je tenais à remercier justement les artistes qui participent à ce genre de messages et d'actions de prévention. J'avoue que je l'utilise régulièrement quand je fais de la prévention donc, au tribunal pour les primo-infractionnistes. Et c'est vrai que le simple fait de voir déjà des visages connus, personne ne parle dans la salle, on écoute, on est attentif. Et nous, préventeurs, ça nous permet de pouvoir commencer le débat et de pouvoir mener ces actions à bien. Donc voilà. Et lundi, lundi. Voilà, Jocelyne était une ambassadrice finalement quelque part dans ce sens-là. Et dans le groupe CASSAV, est-ce qu'il y avait des passionnés d'automobile? Est-ce que c'était des conversations qu'il y avait parfois entre vous? Oui, les garçons, de toute façon, force, voiture, tout ça c'est leur domaine. Je veux dire, je connais quelqu'un qui est au Mans qui n'arrête pas de me dire « Ouais, il faut venir, je vais te faire venir en 24 heures du mois. » Je vais 24 heures du mois, c'est pas moi. Par contre, il a invité Jean-Claude. Oui. Et Jean-Claude était très heureux parce que justement, il a passé un moment, il est allé voir les voitures et compagnie. Ça, c'est son domaine. Mais moi, non, c'est pas... Si tu as toujours le contact, moi, je veux bien. Oui, je l'ai. Je veux bien, après, en off. Pas de problème, je te le donnerai sans problème. Alors, Jocelyne, on revient vers toi dans un tout petit moment. On va se tourner vers Géraldine. Bonjour Géraldine, déjà. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Géraldine, elle est importante pour nous parce qu'elle est à la tête d'un centre de Speedy, et c'est le centre de Speedy Schœlcher. Et elle nous fait le plaisir d'être avec nous. C'était normal parce qu'on voulait vous inviter de toute façon depuis un petit bout de temps. Malheureusement, Hervé Roisse n'a pas pu vous accompagner parce qu'il était en déplacement. En effet. Et donc on voulait simplement que vous nous donniez deux mots déjà comme ça d'emblée sur la situation, on va dire, de Speedy. On sait que vous avez ouvert un 6e centre à Trinité. En effet. Je vous ai pas posé la question test là. Voilà. Et puis alors, ce qui nous rend vraiment joyeux, c'est de voir qu'une femme est à la tête d'un centre technique Speedy, ce qui est quand même extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus et comment tu es arrivé là finalement? Alors sincèrement, j'ai pratiqué plusieurs domaines. J'ai été dans le domaine funéraire, esthétique. Donc souvent, alors à part l'esthétisme, j'étais plutôt dans le domaine un petit peu masculin. D'accord.
Donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise. Il y avait des affinités particulières parce que donc c'est un métier un peu d'homme, on va le dire vraiment, c'est la réalité. Voilà. J'étais également gérante de centre de lavage automobile. D'accord. Donc toujours avec des hommes. Hein. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler main dans la main, aller dans la même direction sans problème. Voilà. En sachant, en plus je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent au métier de la mécanique. On voit même au RSMA, il y a énormément de femmes qui sont dans le domaine de la mécanique. D'ailleurs il y a même un nouveau colonel du RSMA qui est une femme, donc c'est pas rien, on essaiera de l'inviter peut-être. Éléonore, on peut peut-être te confier cette mission. Oui, mais là on va être en vacances, il me semble. Non, mais à la rentrée, il est en train de me filer des trucs pour le mois d'août toute seule. Alors c'est quoi le travail donc, d'une gestionnaire de centre comme Schoelcher, qui est un gros centre quand même? Alors, déjà, dans un petit résumé, c'est vraiment trouver la bonne combinaison entre le rapport avec les salariés, les fournisseurs, les besoins des clients, les formations apportées au personnel pour justement satisfaire ses clients. La rapidité, vous êtes chez Speedy, hein, n'oublions pas. Oui, et oui, c'était un peu de... Voilà. Bienvenue chez Speedy. En effet, donc on fait vraiment au mieux, et puis surtout pour la formation. On est vraiment axé maintenant sur la formation, avec tout le développement, le changement, l'évolution, comme on disait à l'instant, tout ce qui est hybride et autres, et puis également tout ce qui est écologique. On fait très attention. Donc l'éco-traitement, on a des petits partenariats, des associations maintenant qui se créent effectivement, pour pouvoir protéger la planète, l'environnement au mieux. Il y a même un consortium, on va dire, entre guillemets, de plusieurs acteurs, on va dire, du domaine de la réparation automobile qui se sont associés justement pour faire du recyclage. Et vous en faites partie particulièrement, c'est ça hein. Là, je suis bien enseigné hein, quand même. Hein, oui, c'est ce que je vois, mais c'est bien. J'ai vu les petites fiches, c'est bien. C'est super. Stéphanie, une question. Quand tu fais réparer ta voiture, comment tu fais? Quand tu n'as plus de pneus sur ta moto? C'est ça la question à moi. Non, mais on va y venir après. Non, il faut demander à Éléonore avant. Demander à Éléonore. Le problème est trop puissant, tu vois. On en parlera plus tard. Je ne sais pas si tu as choisi la bonne personne, j'ai pas de voiture. Non, mais moto, oui, pardon. Moto, oui. Bah, je pensais que tu avais une voiture quand même. Non, j'ai pas de voiture. Ah bon, t'as pas de voiture. Voilà, t'es comme Jocelyne en fait. T'es pas très voiture en fait. Si, je suis tout, mais voilà quoi. Raté, Jean-Marc. J'utilise la voiture des autres. D'accord. Voilà. Et j'ai ma moto. Voilà, on dit ça des bateaux, on dit que le meilleur bateau c'est celui des autres. Les nouveaux, les anciens et tout ça, j'utilise je conduis tout style de voiture. Donc non, mais là pour les motos c'est spécial magasin moto. Alors c'est vrai que des fois il y a des magasins voitures qui changent les pneus et tout, mais c'est vrai que en tant que motard on a vraiment envie de rester dans le domaine des motos. Donc voilà. Alors, pour revenir à Géraldine, un des avantages de Speedy, on le remarque en plus à Schoelcher, parce que bien avant de vous connaître, moi je pratiquais déjà un petit peu Speedy, et il y a une espèce de proximité, et ça c'est une de vos forces. C'est-à-dire qu'en fait finalement, vous savez, le mécano qui est là, il vous reconnaît, quoi. Il sait qui vous êtes, si vous habitez pas loin, il connaît votre voiture. Voilà, vraiment on a gardé un petit peu le concept d'antan, le mécano du quartier. Même si maintenant c'est beaucoup plus structuré. Mais on a gardé ce concept-là, justement, on reconnaît les clients, se rappeler un petit peu... En fait, c'est comme si on va chez le médecin, c'est ça, nous sommes le médecin du véhicule. On fait le diagnostic, on accompagne, votre véhicule, il est malade. Il a ci, il a ça, en priorité, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous, pour le véhicule, on vous propose ci, ça, et voilà, tout se passe bien. Bon. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va faire une petite pause publicitaire et bien sûr on revient immédiatement avec Jocelyne parce qu'on est impatient, on a beaucoup de questions à poser. Donc ça vous va? Ouais, très bien. Toi tu vas quitter la salle je crois, c'est ça? Pourquoi? T'as pas une réunion? Non, mais pas du tout, moi je reste là, qu'est-ce que vous... non, je vous ai pas dit, je coupais les micros, après il n'y a que moi qui parle avec Jocelyne. On a majorité, c'est pour ça. On a majorité, donc on fait la pause pub, à tout de suite. À tout à l'heure. Bye bye. Voilà, super, bravo, c'est bien. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes de retour dans la grande émission, le grand talk show Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Nous sommes à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martini qui est avec nous aujourd'hui. On espère qu'ils seront avec nous plus souvent. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Dodge Ram Anti. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir, vous le savez, depuis maintenant 20 minutes, quelqu'un qui compte beaucoup pour la Martinique et pour le monde entier, avec son groupe, Cassav. C'est Jocelyne Berroir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, difficile de présenter Jocelyne Berroir. Tout le monde la connaît, mais est-ce que tout le monde la connaît vraiment?
Alors, je vais faire 2-3 lignes si vous êtes d'accord. D'accord. Pour faire un petit résumé, parce que ça serait compliqué d'expliquer toute votre vie. Votre vie, elle est dans le livre et qu'il va falloir acheter. Ce livre, donc, que je vous... Ça, c'est le mien, pas de touche. Oui, c'est le tien, voilà. Jocelyne Berroir, Loin de la mer. C'est pas vraiment le mien, d'ailleurs. D'accord. Et en sous-titre, Comment Cassave créa le zouk. Mais Jocelyne, elle est fille de Gabriel et Georges Berroir. Donc, bien sûr, elle est née en Martinique, à Fort-de-France, le 12 septembre 1954. Vous avez 5 frères et sœurs. Oui. Dès l'âge de 20 ans, vous vous envolez pour la métropole afin de poursuivre vos études. À Caen, la jeune fille que vous êtes entame le cursus pour devenir pharmacienne. Exact. Mais vous aviez des petites prédispositions aussi pour la photo, pour le stylisme. Voilà. Pour la création. Pour la création, voilà. Mais très vite, vous vous tournez vers la musique, de Caen direction Paris pour vous inscrire à l'école des Beaux-Arts. Et c'est à cette période que vous vous lancez vraiment justement dans la musique et en devenant choriste. Et l'année 80 marque un tournant dans votre vie, votre rencontre avec Jacob Desvarieux et les frères Décimus, les fondateurs du groupe Cassave. En 80 et 82, vous collaborez avec d'autres artistes avant d'intégrer définitivement le groupe en compagnie de votre sœur Catherine en 83. Non, Catherine, ma sœur, elle a participé au chœur en 80, mais c'est tout. Mais c'est tout, d'accord. Okay. Non, elle n'est pas vue. C'est Eleanor qui écrit les fiches, donc elle sait. Voilà. Alors, ce livre, Loin de la mer, permet à quiconque qui veut se plonger dans votre univers et comprendre avec une facilité déconcertante tant l'écriture est fluide comme les choses de la vie et de votre vie. Finalement, on a l'impression que c'est fluide, mais vous avez eu plein de galères. Hein. Oh oui. Mais c'est ça qui rend la vie intéressante. Exactement. En tout cas, on peut dire qu'il permet de faire un lien sans jamais de nostalgie, mais très sincère. Un lien pratique, voire sociologique, entre votre prime enfance baignée dans une famille adorée et adorable, considérée comme bourgeoise à l'époque, et la bonne éducation des enfants, ou la bonne éducation des enfants prime véritablement, surtout par le biais de papa, mais de maman aussi, hein, c'est sûr. C'est clair. Et ensuite, vous entamez votre vie de jeune fille à Caen et donc à Paris, en passant par la Jamaïque et le grand destin qui vous unira donc à Cassave, qui se produira donc dans le monde entier. Loin de la mer est aussi un très bel hommage à un sacré monsieur, bien sûr, qui était Jacob Desvarieux. Voilà. Alors, Jocelyne Berroir, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez des années insouciantes, des années avec Georges et Gabriel Berroir, de leur philosophie, de l'absolu respect des gens et de la vie avec vos frères jumeaux et vos 3 sœurs, mais aussi de maman Titine. Oui, ma grand-mère maternelle. Voilà, la grand-mère maternelle et son grenier à magazine, et cette fratrie qui vous a façonné bien avant le succès, et surtout de nous parler de votre premier carnaval à Fort-de-France. Ouais. Ça fait beaucoup de questions. Du carnaval à Fort-de-France. Du carnaval, voilà. Mais peut-être de votre premier, je ne sais pas. Dans le livre, vous l'abordez un petit peu. Je ne me rappelle pas avoir... enfin, à quel moment j'ai été voir le carnaval du haut de du balcon de mon père. Mais parce qu'on y allait régulièrement, on allait voir le carnaval. On le faisait, on ne participait pas réellement, quoi. Mon premier carnaval, en fait, réellement, a été avec Cassave. J'ai couru une fois en famille avec mon oncle, etc. Mon père était un peu sévère, quoi, donc il nous protégeait. Il avait dit, j'ai fait les jumeaux, mes frères sont jumeaux. Je ne crois pas que ce soit dans le livre, ça. Il avait 2 fils, pour commencer, ils étaient jumeaux. Il a réglé le problème du nom. Ah oui. Donc, et puis il a pris le temps de faire ses filles. Donc ses filles, c'était la prunelle et ses yeux. Il nous protégeait, mais bon, à mon goût, il nous protégeait mal, quoi. C'est-à-dire qu'on était plutôt... trop serré. Voilà. À la maison. Mais je ne regrette pas. Pourquoi ? Parce que peut-être que... c'est pas, il y aurait eu des dérives et des choses comme ça, alors que l'éducation m'a permis, en fait, d'explorer d'autres choses que l'amusement. Voilà. C'est-à-dire que pour ne pas m'ennuyer, je dessinais, je cousais, je faisais des milliers de choses. Et quand je suis partie, pas à 20 ans, mais à 17 ans, en France, que je devais réparer quelque chose, je savais changer une ampoule, je savais faire l'isolation d'un mur, je pouvais changer la vitre d'une fenêtre, des choses comme ça, quoi. Je pouvais faire tout ça, j'avais besoin de personne. Et c'était enfin, presque. Et voilà, donc je savais utiliser mes mains. Vous aviez une intelligence pratique. J'aimais faire plein de choses. Ouais, j'aimais faire énormément de choses, lire. J'étais curieuse de tout. Mes parents aimaient voyager, donc quand on était petits, on a eu la chance de pouvoir partir en vacances à la Barbade et rentrer en faisant la petite croisière Barbade, Trinidad, Caracas, etc. Donc on voyait d'autres pays, on parlait d'autres langues, etc. Et ça m'a rendue vraiment curieuse. J'avais envie de connaître ce monde et Cassave m'a offert ça en plus. Et oui. Donc aujourd'hui, je me dis, bon...
peut-être que je vais arrêter pour aller vraiment voir les coins que j'ai pas eu le temps de voir véritablement, d'aller visiter. Mais bon, les gens réclament que Cassav continue. Donc, et justement, quand vous voyagez, vous aviez le temps de visiter, parce que c'est ce que je me suis posé comme question en lisant le livre. Il y a tellement de pays que vous avez pu connaître, de populations, de gens que vous avez croisés, mais ça reste quand même du professionnel, et puis avec un timing très soutenu. Alors quand on avait une demi-journée, je la prenais. Et j'allais voir, on est allé par exemple à Roskilde, au Danemark, et j'ai pu rapidement aller voir un musée viking, enfin des trucs comme ça, quoi. Quand il y a d'autres endroits où je rencontrais des gens qui étaient autour de nous, et je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener voir un petit peu? Et donc je prenais l'après-midi avant la balance pour aller voir des coins, mais c'est ultra rapide, ultra rapide. Il n'y a que les endroits qui sont loin, qui nécessitaient des heures et des heures d'avion, qui nous permettaient en fait d'avoir déjà récupéré du décalage horaire. Quand on va à Tahiti et qu'on arrive de Paris, on est carrément à l'envers. Quand est midi, il est minuit là-bas. Donc automatiquement, quand vous arrivez à 4h du matin, vous ne savez plus comment vous appelez. Il est normalement 4h de la veille, quoi. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Oui, on est décalé. Et là, évidemment, on a 2-3 jours qui nous permettent donc de faire le tour de l'île, de prendre un avion, d'aller sur une autre petite île, etc. Donc c'est prendre un petit peu de bon temps. Voilà, finalement. Donc c'est quand on veut, mais je sais que beaucoup préféraient rester dormir. Oui, moi, je partais avec quelqu'un et je faisais beaucoup de drive shooting aussi, c'est-à-dire que quand on était dans les bus, je me débrouillais pour être à une fenêtre, du bon côté de préférence, pour faire des photos pendant tout le trajet, et ramener des souvenirs, quoi. Alors Jocelyne, si on revient un petit peu sur ces années d'enfance, d'adolescence, et on se rend compte qu'il y a deux phénomènes qui empêchaient presque le fait que vous reveniez sur votre créole de base. Le premier, c'est que chez vous, comme vous étiez une famille un peu bourgeoise, dans ces années-là, on avait tendance à pas parler créole, on trouvait cette langue un peu vulgaire, on la laissait donc pour d'autres, mais pas pour des gens qui avaient un peu d'éducation. Donc ça vous éloignait finalement un petit peu de ce créole. Et finalement, dans votre jeunesse, vous aviez en termes musicaux ce qu'on vous servait, c'est-à-dire que ce que les radios servaient à l'époque, c'est-à-dire de l'Édith Piaf, des gens qui étaient plutôt de métropole. Et finalement, votre culture musicale, vous l'avez faite à peu près à ce moment-là. Et puis, mais qu'est-ce qui a fait la bascule et qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu sur votre langue et sur votre histoire? Il n'y avait pas qu'Édith Piaf et compagnie. Il y avait quand même s'il n'y avait que 2 heures de musique antillaise, disons que ces 2 heures de musique antillaise, c'est-à-dire le thé dansant, le penchant musique d'abord à 11h et le thé dansant à 17h, on ne les ratait pas parce qu'en fait ça passait à la radio. Donc les disques qu'on n'avait pas à la maison, on pouvait les entendre à la radio à ce moment-là et avoir envie d'aller les acheter. Mais nos parents, de toute façon, pratiquaient la musique antillaise. Déjà avec toutes les fêtes familiales, toutes les chansons traditionnelles qu'on avait. Quand un album sortait comme celui de Lola Martin, par exemple, parce qu'il y avait toutes les chansons de Léona Gabriel, il y avait le livre Ça c'est la Martinique, mais il fallait jouer un petit peu le piano pour reconnaître si on n'avait pas eu la chance d'acheter ces albums-là. Mais quand le disque de Lola Martin est apparu, est sorti, je veux dire quasiment... Beaucoup de gens l'ont acheté parce qu'il y avait toutes les chansons traditionnelles de chez nous, comme Bossu à Bossuco, Amiroro, tous ces trucs-là. Donc, petite, j'ai pu apprendre ces chansons-là. Donc, je me suis habituée à toutes ces musiques-là. On va dire que c'est plutôt pas le Woka, mais le Belay. Je ne sais pas pourquoi je mélange toujours Martinique et Guadeloupe maintenant. Le Belay de chez nous, bon, je veux dire, il a fallu aller à Sainte-Marie ou attendre que Eugène Mona vienne nous donner sa version du Belay, parce que c'est pas pour les vrais maîtres du Belay. Mona n'est pas tout à fait dans la tradition pure du Belay. C'est un innovateur, mais en fait, il nous a permis, ça a été un pont pour avoir envie de retrouver le Belay dans les campagnes. Si on n'avait pas la possibilité d'y aller, les gens qui vivaient en ville ne connaissaient pas tellement, quoi. Donc c'était occasionnellement que des gens comme Henri Guédon, par exemple, qui avait écrit sa chanson sur le tambour, parce que lui il était curieux, parce que lui il aimait les percussions, donc lui il a été parti chercher donc ses racines musicales et tout. Mais bon, quand on vivait effectivement à Fort-de-France ou dans les environs, je veux dire, c'était la radio qui vous éduquait. Donc si vous n'aviez pas des parents qui étaient vraiment accrochés à leur culture, comme l'étaient malgré tout mes parents, même s'ils nous empêchaient de parler le créole, ils chantaient en créole, anti-musiciens, des trucs comme ça, les chansons de Noël.
et tout, les chansons de carnaval, etc., etc. Donc on avait cette espèce de double éducation. L'éducation française était primordiale parce que la Martinique était bien française à ce moment-là, parce que pour eux c'était l'issue de secours, c'était la carte de visite. Quand on voulait réussir dans les études et compagnie, il fallait vraiment avoir l'éducation française. Et puis comment on devait partir en France faire des études, il fallait avoir les bonnes manières, il fallait avoir ceci et cela, parce que c'est ce qui permettait d'être invité chez les gens. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Ça, c'était l'évolution des choses à l'époque de mes parents et ce qu'ils nous ont imposé. Mais comme les choses changent tout le temps et que le monde s'ouvre, parce qu'il y a des avions, avant on voyageait en bateau, maintenant il y a eu des avions, donc c'était un peu plus facile de savoir ce qui se passait aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant il y a Internet, donc c'est tout de suite qu'on a des nouvelles du Chili, de Corée, de n'importe où. Je veux dire, bon, le monde s'ouvrait à nous, donc on recevait les disques venant des États-Unis, etc. Donc on s'ouvrait aussi au monde, et avec le Black Panther, enfin la révolution des Noirs et tout ça, ça a évolué chez nous. On a pris conscience qu'on était des gens, alors qu'avant on était des sous-gens. Ouais, c'est ça. Et tout. Donc c'est tout ça. Il y a eu toute une progression qui fait que bon. Moi, j'étais dedans. Je pense que j'étais au bon moment, quoi. Au bon moment, et j'ai vu tout apparaître, le téléphone portable, ordinateur, Internet, machin, etc. C'est incroyable toute l'évolution qu'il y a eu depuis mon enfance à aujourd'hui, quoi. Alors, une chose qui m'a épaté aussi dans le livre, c'est que vous parlez à un moment donné de Philippe Laville, au Collier Serré. Premier grand succès, finalement ? Mon premier grand... Le vôtre, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça a été le grand succès en France. En France, mais bon, chez nous, mon premier grand succès, c'était Mauvais Joug. Eh oui, voilà, tout à fait. Mais alors, dans le livre, vous dites que ce premier succès vous permet d'acheter votre petit appartement donc, à Paris, avec la fameuse échelle que vous finissez par repeindre. Et puis, il y a un mot non, c'était avant. Pardon, avant, c'est moi qui me trompe. Cette échelle, elle m'a beaucoup plu, parce qu'il y a une phrase qui m'a plu dans le livre où vous dites, il y a certaines personnes qui attendaient la nuit pour descendre l'échelle, tellement ils avaient peur du vide. Oui, ils étaient comment dire encore, le vertige. Ils avaient le vertige. Voilà. Et quelquefois, ils ouvraient ils la refermaient et ils s'asseyaient, ils attendaient la nuit, et on éteignait toutes les lumières et ils descendaient en marche arrière et tout. Moi, je descendais avant eux pour qu'ils aient l'assurance d'avoir une protection. Voilà. Moi, c'est plus une remarque générale, parce que j'ai été... Alors, je suis fan de vous, ça tout le monde le sait, mon cœur bat la chamade, mais je vous ai vraiment découvert. Alors, je vous ai vu une petite dizaine de fois en concert, je suis née avec vous. Ma famille, ça donnait un rendez-vous familial d'aller voir Cassave avec ma famille paternelle qui est antillaise. Donc, comme vous le dites, vous le retranscrivez très bien, ça fédère et ça écrit des histoires de gens que vous ne connaissez pas, dont je fais partie. Et je vous ai quand même découvert à travers ce livre parce que je vous méconnaissais totalement, et surtout, il y avait des faits historiques, des faits sociologiques, parce que votre livre va au-delà de votre histoire personnelle. Il est multiple et je trouve même qu'il a un caractère universel. C'est une Martiniquaise qui parle à tout le monde. Donc moi, les gens qui sont autour de moi, et parce que ma famille maternelle est en France hexagonale, j'aurais dit il faut absolument que vous lisiez ce livre-là, parce que c'est pas une Martiniquaise qui parle à des Martiniquais, mais pas du tout. Déjà, je prends l'exemple des citations en créole qui sont traduites en dessous, ça donne tout de suite envie d'apprendre. C'est clair. Je veux dire, c'est limite une méthode. C'est un livre pour moi qui est un livre... On attend la prochaine avec impatience, en fait. Exactement. En lisant le livre. Moi, j'en ai même marqué en me disant tiens, ça sera ma citation du jour. Et puis surtout, c'est un livre musical. Au fur et à mesure que je lisais le livre, j'avais l'impression d'avoir la bande originale qui tournait dans ma tête. J'ai eu des chansons, ça fait 3 jours que en fait j'ai Siwo dans la tête, moi, parce que celle-ci je l'adore. Et donc c'est plus qu'un livre. On a envie de redécouvrir toute la discographie, même tous les artistes moi que je ne connaissais pas, auxquels vous faites allusion. On a envie aussi d'y retourner ou de s'en imprégner pour les inconnus. Donc pour ça, vraiment, c'est super. Merci beaucoup d'avoir... Merci à vous. Alors, au niveau de l'écriture, est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie ? Est-ce que ça a été difficile de mettre cette œuvre à plat ? Parce que c'est un véritable accouchement de faire ça. Tout à fait. Vous avez été aidé, parce que c'est pas inné d'écrire un bouquin. Voilà. Donc, on a commencé ce livre, d'ailleurs, en 2014, quelque chose comme ça. Parce qu'en 2013, je lâche toujours des choses pas possibles, et j'ai dit il est temps d'écrire l'histoire de Cassave, parce que bon, en fait on traversait tellement de choses extraordinaires et puis belles que j'avais envie de raconter ça aux gens et dire aux gens mais il faut garder l'espoir, il faut rêver, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans ce livre là, si la porte est fermée là, passe sur les côtés, tu vas ouvrir une autre. Exactement. Et c'est tout. Donc en fait
en 2013, le Cherche Midi m'a contacté et m'a dit je veux ce livre, mais je ne veux pas la biographie de Kassav, je veux Kassav vu de l'intérieur. Donc j'ai appelé un ami qui est Bertrand Dical, qui co-signe le livre avec moi. Et je lui ai dit, bon écoute, je ne sais pas écrire le livre, donc je vais te raconter ma vie. Donc j'ai ressorti tous mes anciens agendas sur lesquels j'avais marqué quelquefois une phrase, un truc comme ça. Donc je pouvais avoir les dates des concerts et des événements, et puis certains événements. Les souvenirs reviennent aussi du coup. Oui, et donc Bertrand, pendant des semaines, je ne sais plus, une ou deux, m'a écouté. Des heures et des heures, j'ai parlé, il m'a enregistré et il a mis en forme. Il l'a mis en forme. Mais lui, c'est un journaliste, c'est un critique musical et littéraire. Voilà. Oui. Et donc, il a sa vision des choses, il a sa façon de dire les choses. Et quand j'ai lu le livre au départ, parce qu'il était terminé en 2015 à peu près, j'ai dit, d'accord, c'est tout ce que je t'ai raconté, mais la forme, c'est pas moi. J'ai dit, je ne me reconnais pas. Et le livre, il est en jeu. Je raconte. C'est moi qui parle. Donc, j'ai dit, je ne peux pas laisser sortir ce livre-là. Ce livre-là, c'est toi. Tu vois, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de juger, Puis il y a des choses très personnelles. Il y a vraiment des fois où vous vous livrez et on voit que c'est fluide. Ça fait vibrer parce que chaque femme peut se reconnaître dedans. Donc, voilà. Et donc déjà, il faisait 450 pages, il fallait élaguer parce qu'il ne fallait pas qu'il dépasse les 300. Donc, ça me réjouissait parce que j'ai pu enlever des tas de choses qui, pour moi, étaient dénuées d'intérêt. Je veux dire, l'essentiel, c'était de raconter les choses essentielles, quoi, puisque il ne fallait pas prendre 600 pages pour ça. Voilà, donc on était obligé de réduire. Et puis, j'ai changé beaucoup quasiment tout le long du livre. J'ai remis les choses. Mais tout le squelette, c'est Bertrand. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé la co-signature, parce que je dis, je ne peux pas prendre tout. Vous l'avez façonné, en fait. Vous l'avez façonné à votre... Vous aviez des petites notes à côté. Le truc, et moi, j'ai ciselé. Oui, vous aviez un petit journal pendant vos tournées dans lequel... il y a vos chansons, bien sûr, mais dans lequel vous écrivez des choses ou pas du tout? C'était vraiment de la comme je disais, c'était dans mes agendas. En général, je disais, bon, concert tel endroit. Et quand il y avait un événement particulier, je mettais, il y a telle chose qui s'est passée, mais sans détailler. D'accord, c'était pas romancé du tout. Voilà, donc ça revenait, et à ce moment, quand je lui parlais à lui, je disais, tiens, il y a tel truc, et là, je rentrais dans les détails. Et quelquefois, j'appelais des amis en disant telle ou telle chose. Et c'est la raison pour laquelle je dis, ça, c'est un livre qui est personnel, qui devient, en fait, bon, l'éditeur, il veut vendre, donc il met comment Kassav créa le zouk, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, ça devient ma bio, en fait. Ça devient ma bio, et en fait, je raconte mon vécu dans Kassav. Et j'ai dit aux autres de Kassav, je dis, bon, Jacob est déjà parti, il serait bon que vous écriviez la vôtre. Parce que ce que vous avez vécu à quelque part, mais bien sûr, parce que ceux qui ont, on peut vivre les mêmes choses, mais de manière complètement différente. Quand je parle des studios et compagnie, moi, j'arrive toujours après les autres. Parce que Jacob, lui, il a préparé tout le studio, toute le planning des enregistrements et compagnie. Les premiers jours, je n'y vais pas parce qu'ils déversent les trucs des ordinateurs, ils refont le piano, ils refont la basse et le machin. Donc, je commence à aller quand ça commence à prendre corps et que moi, je pars avec la base rythmique pour commencer à travailler mon chant. Même si le morceau était déjà prêt avant avec les mélodies et compagnie. Quelquefois, ils appellent pour venir faire un chant témoin pour qu'ils continuent à faire les arrangements et compagnie. Mais j'arrive après, puisque j'arrive... Vous avez votre point de vue et chaque membre du groupe a son point de vue. Et donc, ils ont travaillé des choses et ils peuvent raconter justement toute cette phase de réellement comment Kassav créa le zouk. Ce sont plus les musiciens qui peuvent le raconter que moi. Et les autres membres du groupe, quand ils ont lu, enfin tous les membres du groupe, parce que c'est un collectif, vous l'écrivez très bien, comment ils ont perçu le livre en le lisant? C'était quoi leur réaction? Je crois que ce sont plutôt les épouses qui ont lu le livre. elles ont marré après. Le truc. Non, certains ont... Donc voilà, ils ont raconté, chérie. Ils ont raconté, et bon, ils savent que c'est moi qui raconte. Donc, et comme je leur ai parlé en amont, en leur disant qu'il fallait qu'eux, ils écrivent leur parcours, bon, ils ne pouvaient pas critiquer le mien. C'était bienveillant. C'est quand même une certaine responsabilité que tu as prise de pouvoir écrire, raconter cette histoire de Kassav. Donc, lorsque tu as pris cette décision d'écrire l'histoire, est-ce que tu en as parlé avec les autres membres du groupe? Ils étaient tous au courant. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils étaient d'accord. De toute façon, ils savaient très bien qu'il n'y avait que moi
qui pouvaient le faire. Donc Jacob aurait pu le faire, mais moi j'essaie de les convaincre en leur disant, mais ce que j'ai fait, moi j'ai parlé à Bertrand, et Bertrand lui il a rédigé. Ensuite j'ai remis en forme, et même quand on rend à l'éditeur le livre, il y a encore un travail supplémentaire avec les correcteurs, les gens qui regardent justement s'il n'y a pas trop de répétitions, qui vérifient les dates, les événements, les choses comme ça, et malgré tout il y a des petites erreurs qu'on va corriger pour les prochaines sorties. Ce sont des choses minimes, mais malgré tout il y a un oubli d'un mot, d'une connerie comme ça, quoi. C'est un travail d'équipe. C'est en permanence, voilà, tout à fait, c'est un travail d'équipe, mais c'est quand on croit avoir fini le livre, il y a encore bien 3, 4, 6 mois derrière à peaufiner, à machin. En plus, ils ont décidé de mettre des photos, donc ça c'était encore une prise de tête, parce qu'il fallait choisir. Photos, mais elles sont importantes dans le livre. Je trouve qu'elle finit la couture du livre, en fait. Complètement. Alors, moi j'ai envie de savoir la deuxième partie, parce que de toute façon c'est pas terminé. Vous aurez encore des choses à vivre, donc est-ce que vous avez, est-ce que tu as l'intention de pouvoir... Alors, garde ta question bien au chaud, on fait une petite pause publicitaire, on boit un petit verre d'eau, parce qu'on a beaucoup parlé, et puis on revient pour poser la dernière question à Jocelyne. D'accord. À tout de suite. Et oui, c'est vendredi soir, il est 18h et vous êtes bien avec nous, je le sais, j'en suis certain. Vous êtes bien parce qu'on est nous aussi très très bien. On est avec Jocelyne Berroir. Merci de, s'il vous plaît, l'applaudir bien fort. On est aussi avec Speedy Martini qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci donc à Dodge Ramanti, notre partenaire automobile. Et on se tourne vers Stéphanie qui avait une très très bonne question. Oui, puisque si Jocelyne a eu envie de faire le livre, de l'écrire et a eu plaisir justement à l'écrire, je me dis que l'histoire n'est pas encore terminée, qu'il y a encore de belles choses à vivre et donc encore de belles choses à raconter. Et pourquoi pas un deuxième ? Alors, j'ai envie, moi j'aime les challenges en fait, quelque part, j'aime pas répéter les choses en permanence, et j'étais en train d'essayer d'imaginer l'écriture plutôt d'un, comment je pourrais dire ça, une fiction, avec, alors j'ai plusieurs thèmes, j'ai plusieurs directions, avec ce qui se passait, si tu veux, dans le groupe, ou peut-être moi, enfin, inventer une histoire de quelqu'un pour raconter des choses qu'on n'a pas envie de raconter directement, voilà. Donc ça serait plus une biographie, ça serait vraiment un roman là dans ce cas. Oui, c'est ça. C'est un roman ou quelque chose. Je sais voilà pas. Une information, une transformation. Oui, voilà. Je ne sais pas. Mais je sais que de toute façon, les artistes, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent jamais. On peut pas. C'est pas une promesse, c'est une réflexion. C'est ça, Jocelyne. Oui, c'est une réflexion. Maintenant, est-ce que je serais capable de le faire ? On verra bien. Non, puis après, on peut se permettre à rêver. Mais je dois faire tellement de choses. Il y a déjà, il faut faire vivre l'âme de Kassav, quoi. Parce que bon, tout va très vite. Beaucoup de gens aujourd'hui, justement, regardent l'histoire de Kassav, surtout beaucoup de jeunes, en fait. Et c'est normal. C'est normal parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont de toutes les façons un tas d'années à vivre. Moi, j'en ai un peu moins. Et le truc, c'est que bon, Kassav va devenir un truc d'avant. D'accord ? Ce truc d'avant, c'est quand même un truc qui a quand même démarré des tas de choses. Ah oui. C'est-à-dire qu'à partir de Kassav, il y a des jeunes qui vont faire des études pour être des éclairagistes, pour être des ingénieurs du son et compagnie, ce qui n'existait pas à l'époque de Kassav. À l'époque de Kassav, beaucoup de gens étaient passionnés par le son et devenaient ingénieurs du son, mais faisaient des erreurs. Ils pouvaient abîmer tout un système en branchant ce qu'on appelle un branchement hors phase et des choses comme ça. Il y avait des connaissances qu'ils n'avaient pas parce que, entre guillemets, on choquait. Parce qu'on n'avait pas les écoles pour ça chez nous et parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire des écoles pour ça. Donc aujourd'hui, il y a des tas de gens qui savent ce que c'est que éclairer une pièce de théâtre ou un concert ou autre chose, ou de la danse. Ce sont des éclairages différents. Donc, ils savent comment installer la lumière et compagnie parce qu'ils ont appris.
D'accord ? À l'époque, chacun se débrouillait. On se débrouillait parce que les métiers artistiques n'étaient pas des métiers viables, n'étaient pas des métiers qui offraient du travail régulièrement. Et donc, pourquoi avoir besoin d'un éclairagiste quand dans une paillote, les 3 petites lumières qui éclairent le bar suffisent largement. Voilà. Et maintenant, comme on fait des concerts, on a besoin de ça. Ça fait partie de la mise en scène. Voilà. Vous parlez d'inspiration. Kassav, bien sûr, a inspiré énormément de gens. Mais vous, à présent, dans la nouvelle génération, qui vous inspire ? Dans la nouvelle génération, il y a des tas de gens qui ont des idées super intéressantes. Ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est qu'on est éduqué par le téléphone et par Internet. Et je veux dire, avant, si les parents... J'allais dire un gros mot. Embêtaient les enfants dans les voitures en leur... bassinant Kassav à longueur de journée, parce qu'il y a des enfants qui m'ont dit ça. Mon père m'a fatigué avec Kassav et compagnie, mais elle est devenue fan de Kassav finalement. Elle est venue voir un concert et Kassav, elle ne joue que par Kassav. Donc bon, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne vont peut-être pas connaître Kassav parce que tout le monde maintenant a un téléphone et tout le monde a un casque. Donc la transmission est déjà beaucoup plus difficile à faire. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement que votre enfant vous écoute, il faut, prendre le téléphone et le mettre dans un machin scellé. Et puis vous dites, bon, maintenant, tu vas écouter ce que je veux te faire écouter. D'accord ? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tout le monde a son casque. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des listes, il y a des playlists. Les playlists, les gens considèrent que les playlists sont la vérité. Voilà ce qu'il faut écouter, voilà ce qu'il faut aimer, voilà ce qui est le top de la musique qu'on a à vous proposer, et il y a des algorithmes qui refusent des chansons que vous donnez. C'est même pas un être humain qui décide que ce morceau-là est intéressant, c'est un ordinateur qui dit celui-là on le met de côté. Je veux dire, donc l'algorithme il peut être préparé par quelqu'un qui a envie de vous diriger dans une direction. Donc moi ce qui m'effraie c'est qu'on perd réellement ce que nous avons qui est nôtre et qui nous fait briller à l'extérieur. Parce que c'est ça que Kassav a fait. Kassav n'a pas cherché à imiter ce qui se faisait à l'extérieur. Kassav a cherché à être au niveau de ce qui se faisait à l'extérieur avec sa propre musique, avec son propre swing, il y avait des influences, son identité, son truc. C'est-à-dire qu'on voulait dire, nous, la toute petite île, au reste du monde, on est là. Et c'est bien réussi. Ils ont bien compris les Alors, messages. on parle de choses malheureusement qui blessent un petit peu, enfin qui sont pas très sympathiques. C'est bien sûr le décès de Jacob Desvarieux, qui est décédé donc le 30 juillet, on le rappelle, 2021, des suites du Covid-19, on peut le dire. Dans votre livre Loin de la mer, bien sûr, vous rendez un vrai bel hommage à cet homme qui a compté énormément pour vous, bien sûr, après votre père sûrement. Et donc la question, bien sûr, qu'on vous a posée déjà dans la presse en général, c'était de savoir un petit peu quel était l'avenir de Kassav, et vous aviez répondu que vous étiez en pleine réflexion. Oui. Je veux savoir si vous aviez évolué dans votre réflexion. On a évolué dans cette réflexion parce que on s'est dit déjà qu'en 2023, on va lui faire son hommage. On devait le faire en 2022, mais comme il y avait encore le Covid qui traînait et que les assurances n'assuraient plus les concerts, on ne pouvait pas prendre le risque de faire ça parce que ça demande un dépôt de garantie trop intense pour qu'on perdrait. Donc, on a préféré renvoyer à 2023. Donc, déjà, là, à la fin du mois, enfin, plutôt, comme il y a le Tour des Yoles et compagnie, on va dire début août, deuxième semaine d'août, il y aura un supplément d'un journal connu. On peut le citer, vous pouvez y aller. De France Antilles, en fait, qui a décidé de faire une 50aine de pages sur Jacob Desvarieux. En ce moment, je passe des heures derrière l'ordinateur à chercher des photos, à leur donner, etc. et les mettre en contact avec des gens pour l'écriture, en fait, de ce journal. Donc, ce sera un premier hommage, mais le véritable hommage, ce sera l'année prochaine. Bien sûr. Ce sera l'année prochaine qu'on va faire. Donc, on a déjà des grandes lignes. Là, il y a un dernier rendez-vous à la rentrée, en septembre, qui va nous permettre de déterminer le lieu exact où ça aura lieu à Paris. Voilà. Donc il y a deux lieux, pas en compétition, mais c'est-à-dire que le lieu qu'on souhaitait, parce que Jacob avait envie qu'on fasse un concert là, donc on va tâcher de lui donner ce plaisir-là. Bien sûr. Donc on espère que ça va fonctionner, c'est en septembre. Sinon, on prendra un autre lieu qu'on avait déjà décidé. Et maintenant, on a déjà une liste d'invités, donc on va commencer à déjà s'assurer, parce que
le truc, c'est faire ça avec nous seulement, c'est bien, si tu veux, que les gens qui le connaissaient, qui le fréquentaient, qui l'aimaient, qui viennent aussi participer. Bien sûr, c'est donc, à partir du moment où on aura le lieu, tout va se décanter tranquillement. Oui, et maintenant, il est question de faire une tournée avec cet hommage, avec ceux qui pourront faire la tournée avec nous. Donc dans les pays qui vont demander, bon, la Martinique, Guadeloupe évidemment, on ira, la Guyane probablement, et puis des pays d'Afrique, les États-Unis, des choses comme ça. Donc il y aura ça, ce sont des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Jean-Marc prête son appart si vous cherchez une salle. Oui, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est tout ça commence à prendre forme. Maintenant, l'après. Alors, évidemment, 2023, on aura un an de plus. L'après, on aura peut-être 2 ans ou 3 ans de plus. On verra dans quelle forme on a. C'est tout. Si on est en forme et qu'on peut monter sur scène. Et comme moi, j'arrive encore à chanter convenablement. Donc, non, je saute plus vraiment beaucoup parce que j'ai un peu abîmé mes genoux toutes ces années. Et puis les 3 années de repos Covid, là... J'ai jamais autant sué, je dois le dire, que pendant les concerts de Kassav. Je sortais, mais trempée, mais on m'avait vidé. Ah non, mais des souvenirs inoubliables. C'est le meilleur régime qui soit. On se prête à rêver du film sur Kassav. Ça aurait été extraordinaire. Oui, ce serait marrant si on arrive à faire... ça serait sympa. Ça serait sûr. Ça serait bien. Mesdames et messieurs, on recevait Jocelyne Berroir. Ouais. Nous sommes très heureux de l'avoir reçue. Franchement, c'est un immense honneur de vous avoir. Merci. Il y a un truc de pub là, parce que je crois que lui, il voulait poser une question. Oui, il veut poser une question. Alors vas-y. On en a plein, on peut continuer jusqu'à... Vas-y, allez. C'est vrai qu'on a envie de te garder encore très longtemps. Juste pour terminer, c'est vrai que dans l'un de tes interviews à une radio africaine, tu avais dit qu'il était nécessaire que Jean-Michel, Georges et Jean-Claude puissent eux aussi raconter leur histoire de Kassav. Est-ce que tu penses que c'est un devoir de transmission qu'ils doivent endosser afin de pouvoir faire connaître au plus grand nombre cette histoire, puisque le livre va bientôt être, j'espère, traduit en anglais et en portugais, comme tu l'avais annoncé. Oui, je me bats pour ça et pour faire aussi un livre audio. Avec le manager, il se bat aussi parce qu'il veut ajouter des morceaux du groupe dedans. Donc ça peut être quelque chose. Il y a plein de projets. Donc tu penses que c'est vraiment un devoir que doivent endosser les 3 autres membres restants de faire connaître cette histoire au plus grand nombre. Et s'ils n'écrivent pas, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent des comment on appelle ça, des podcasts. Des audios, des petits audios. Des podcasts peut-être, ou des... comment ils appellent ça encore? Quand on reçoit des enfants pour transmettre. Ce sont des masterclass. D'accord. Des masterclass. Il est nécessaire justement de leur expliquer, parce que beaucoup de gens ont l'impression que le zouk, c'est juste une batterie, tac, 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 quand ça marche comme ça, et puis on plaque 3 accords, et puis on fait une mélodie dessus. Non, il y a des arrangements. Et ces arrangements-là, il faut avoir justement, je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce d'école qui puisse enseigner ça aux enfants. Et puis il y a des gens qui veulent faire aussi un musée, donc je dois travailler sur ça aussi. Et puis il y a encore plein de beaux projets en fin de compte. On a 1000 raisons de vous recevoir. Je veux faire 2 expos photos. Super. Et donc bon, j'ai pas encore donc encore plein d'occasions. Encore plein d'occasions de te revoir. À quand les expos photos? Ça serait quand? Je sais pas. On verra. Jocelyne, à quand un petit peu de repos? Je sais pas non plus. Alors le premier repos là, c'est nécessaire, obligatoire. Fin juillet, il faut que j'arrête. Super. Alors j'aurai un concert le 7 août quand même, à Bellefontaine. C'est un concert de moi toute seule. D'accord. Mais il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que là, la tête commence à partir dans tous les sens. Bien sûr. Et il faut que je retrouve ma sérénité, ma musique, mon crayon, tout ça. La totale. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jocelyne Berroir. Merci. Vous revenez quand vous voulez, Jocelyne. Bien sûr, dès que vous avez de l'actualité, on sera là, évidemment, avec plaisir. Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir reçu. Merci en tout cas, vraiment merci d'être venu. On fait la petite pause publicitaire et puis on se retrouve dans un moment. Merci encore, Jocelyne. Eh bien, ça y est, vous êtes de retour dans la grande émission, le grand talk show Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AGM qui déborde d'expertes et d'experts automoto. C'est sur Maxi Martinique et c'est à l'hôtel Batelière. On peut applaudir quand même, non?
Et oui, on vient de recevoir Justine Berroir, c'était un bel événement quand même. Hein. On est vraiment heureux, fiers. Je n'en reviens pas. Ah ouais, beaucoup d'honneur et beaucoup de joie, franchement. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Dodge Ram Anti-Guyane. Et on a en plus Speedy Martinique par le biais de Géraldine avec nous sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Ah là là, on est content. On devait avoir Hervé Roas, puis finalement on a eu Géraldine. Eh bien alors, ça fait 2 fois. Hein, non mais même mon micro. T'as un problème avec les micros. Hein. Allez, eh bien, on est super content de rejoindre maintenant Stéphanie, notre Stéphanie internationale, on va dire. D'abord locale, hein, mais surtout internationale. Et qui est toujours la spécialiste des essais ou des reportages un peu particuliers, on va dire. En tout cas, qui nous amène dans l'extraordinaire. Ça arrive. Ouais. C'est parce que je parle allemand, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, je confonds les 2 langues. Bon, vas-y, Stéphanie, parce qu'il est fatigué. Attendez, j'ai pas fini. Extraordinaire ou extravagant ou extra petit. Ou extra grand ou extra petit, voilà. D'accord. Ouais. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que tout simplement, eh bien, on retrouve aujourd'hui son invité, qui est Michel Granavel, qu'on a rejoint au Lorrain pour son association qui est en fait qui a un nom qui est très simple, c'est les passionnés de modèles réduits au Lorrain, mais pas n'importe quel modèle réduit. On passe la parole à Stéphanie. Oui, voilà. Alors, je suis heureuse d'accueillir Monsieur Granavel Michel, qui est président de l'association LPMR, qui veut dire les passionnés de modèles réduits. Donc, de récolteuse de la canne à 4 mètres de haut, je suis passée au modélisme. Donc, on a réduit l'échelle. Et on est allé voir ce qui se passe. Et en fait, c'est super extraordinaire. Alors, avant de parler vraiment de l'association et de leur passion, on va parler de Monsieur Granavel, qui, lui, il a été au lycée à Trinité. Il a suivi un parcours génie civil. Et vous saurez pourquoi après, ça va lui servir. Et puis, il a travaillé pendant un bon moment dans un bureau d'architecte. Voilà. Donc, il est, on va dire, passionné de voitures. Vous savez, hein, de toute façon, tous ceux que j'accueille, ils sont à la base passionnés de voitures. Et donc, bien évidemment, il a le A, le B, le C, le D. Donc, voilà, il a tous les permis. Permis de la moto au poids lourd. Mais ce côté permis poids lourd, il a décidé finalement d'en faire sa passion. Mais pas au niveau de son travail, mais plutôt au niveau de son loisir. Voilà. Donc, il est passionné de modèles réduits. Alors, je vais lui demander déjà, qu'est-ce que c'est qu'un modèle réduit? Tout simplement. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Un modèle réduit, on sort du modèle réel et on passe à l'échelle beaucoup plus petite. Donc, parce que nous, dans le club, on a des modèles à 1/14e. Tandis que le modèle réel, c'est à l'échelle 1. Voiture normale, camion normal, tout ça. Mais là, c'est plus le modèle réduit 1/14e. D'accord. Alors, on est allé sur place, bien évidemment. Hein. Vous savez que Jean-Marc et moi, voilà, on va faire le reportage, on va sur le terrain. Et il n'est pas pensable que j'aille sur le terrain et que je n'essaye pas. Donc, j'ai eu la possibilité d'essayer. Mais avant de parler de ce que j'ai pu faire, on a vraiment été étonnés parce que quand on est arrivé, donc c'est au Lorrain que ça se trouve, on a vu un grand espace, on va dire un terrain de basket tout simplement, et puis on s'est dit, c'est là qu'ils font le modèle réduit, on va voir comment ça se passe. Ben non, détrompez-vous, il y a une piste qui a été donc justement créée avec donc une association d'insertion, il faut le dire, d'insertion de jeunes, donc une piste qui a été créée pour justement ces modèles réduits de 1/14e. Donc ça veut dire qu'il y a le parking. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai qu'on devait apporter un modèle réduit. Donc, il y a le parking. On voit les images, de toute façon. Voilà, on voit les images exactement sur le reportage. Il y a le tunnel, il y a le pont. Et tout ça, bien évidemment. Ouais, c'est la trajectoire, par contre, des fois, qui est un peu qui perturbe la dextérité avec laquelle ils le font. Alors, avant de lui redonner la parole, je me suis permise, quand je suis allée sur le terrain, et tu te rappelles, Jean-Marc, lui dire, mais vous êtes en train de jouer, là, vous êtes des grands gamins. Ouh là là, attention, ce ne sont pas des jouets. Et il a tout à fait raison, parce que je suis allée une deuxième fois. Voilà, sans toi, Jean-Marc. Voilà, ça m'a piqué, donc je suis retournée une deuxième fois. Et j'ai vu, oui, en effet, que ce ne sont pas des jouets parce qu'il y a toute une partie mécanique, toute une partie technique qu'il faut connaître. Et ce que j'ai apprécié sur, en tout cas, celui que vous nous avez présenté, Monsieur Granavel, c'est qu'à part la carrosserie, tout a été repensé pour pouvoir justement optimiser la capacité du véhicule. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as fait comme modification?
J'ai fait pas mal de modifications. C'est-à-dire que je suis passé, comment dirais-je, par exemple, même pour le moteur de base, j'ai viré le moteur de base, j'ai mis un moteur beaucoup plus puissant. Bon, il y a les ponts à l'arrière, tout ça. Bon, j'ai viré les ponts originaux et j'ai mis des ponts avec des blocages différentiels. C'est-à-dire que quand le camion arrive dans une zone où il est soit embourbé ou bien il est en difficulté, la manette, on actionne le blocage différentiel et puis on sort comme si de rien n'était. Alors, est-ce que là, on peut dire que ce sont des jouets? Non. Voilà, là, il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître. Oui. Et puis, il y a autre chose. Par exemple, en ce qui concerne l'électronique, on a mis, pour le mien, j'ai mis une partie électronique beaucoup plus poussée qui rend le camion beaucoup plus fort. Alors, je vais vous faire plaisir parce qu'on parle beaucoup dans cette émission d'automoto et on parle aussi d'environnement. Il faut savoir que ces modèles réduits, ce n'est plus du thermique, hein. Oui. Ça fonctionne donc à l'électrique. Oui. Alors on les voit recharger sur place les batteries pour pouvoir justement repartir et faire un tour. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est la diversité donc des poids lourds qu'il y avait. Donc on passe du bus, on passe du tracteur. Des engins de BTP finalement. Ouais. Des engins BTP. La chargeuse, tout ça, la dépanneuse, il y a tout, il y a un peu de tout. En fait, Stéphanie, je me permets une petite aparté. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, d'abord, le souci du détail, les camions sont magnifiques, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des vrais camions. Et d'ailleurs, je me suis mis au niveau de ces camions-là, c'est-à-dire que je me suis mis quasiment à plat ventre pour pouvoir tourner. Oui, voilà. D'ailleurs, Stéphanie a fait 2-3 images. Oui. Interdit à faire circuler sur Facebook, bien sûr. T'as pas pu rentrer à l'intérieur? Carrément couché à terre. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. T'as essayé? J'ai un petit bout du doigt. C'est juste au moment où j'avais arrêté mon régime, donc j'ai pas pu. Non, mais sérieusement, quand on se met au niveau de ces camions-là, on a vraiment l'impression d'être face à un vrai semi-remorque avec les mêmes bruits. Oui. Le bruit de la marche arrière avec l'alarme de marche arrière, les phares qui s'allument, etc. Je veux dire, vraiment, on est proche. Et je comprends qu'on puisse tomber vraiment en amour pour ce genre d'engin-là. Parce que quand on regarde bien de la réalité, quand on est proche d'un camion, on sent la vibration du camion. Ouais. Eh bien, dans le modèle réduit, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Et dans les gens qui sont avec vous, vous on le sait, mais est-ce qu'il y a des camionneurs, des vrais camionneurs qui sont encore actuellement en activité, par exemple? Oui. Il y en a. Excellent. Il y en a même des chauffeurs de pelle qui font ça dans la vie, qui manipulent les engins de BTP et qui ont intégré le club. Par contre, je pense un petit peu à madame, parce que si tu rentres du travail, tu dis je retourne à l'appel, mais cette fois en modèle réduit. J'espère qu'il n'y a pas trop d'histoire dans la maison. Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as dit quand tu as parlé de modèle réduit et après de femmes. Donc, modèle réduit, dans un premier temps, quand tu as parlé de pelleteuse, la deuxième fois où je suis allée, donc on n'a pas les images, mais on aura peut-être l'occasion de revoir, où il y avait justement la pelleteuse. Donc, il y avait une personne qui conduisait la pelleteuse et un autre qui chargeait la pelleteuse. Et donc, il partait d'un point A pour aller à un point B pour charger et pour décharger. Mais avec une dextérité, je peux vous le dire, vous aviez vraiment l'impression que c'était que c'était vraiment des vrais engins. Donc, c'est vrai que je l'ai essayé. Et c'est vrai que c'est compliqué au départ parce que ça va super vite, donc ça surprend, parce que c'est très sensible. Et puis c'est vrai qu'il faut avoir un temps d'adaptation parce que des fois vous avez le modèle réduit en face de vous, donc c'est facile, gauche-droite, et après quand ça tourne, où est-ce que je vais, où est la droite, où est la gauche, on est un peu déstabilisé, mais ça s'apprend facilement. Et puis c'est vrai que dans l'association, vous êtes bienveillants, vous êtes là, vous nous expliquez, on a la possibilité d'aller à l'association et puis d'avoir un modèle réduit qu'on peut nous passer, bien évidemment pas celui qui va coûter super cher, par exemple le MAN ou d'autres marques, parce qu'ils ont leur marque. Ah oui, bien sûr. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Donc peut-être qu'on aura des compétitions ici. En tout cas, je sais que l'association se déplace sur tout le département pour pouvoir montrer ses capacités. Et puis, ce que je voulais ajouter, donc Jean-Marc, quand tu as dit de femmes, tu sais très bien que nous, quand on fait des reportages, on a toujours de belles surprises. Et on le disait la dernière fois, quand Jocelyne Méroin le disait, il faut arrêter de dire que c'est un milieu d'hommes, parce que, il y a une femme. Et oui. Il y a une femme, c'est marrant, la seule. Tu as remarqué, Stéphanie, qu'à chaque fois qu'on fait un reportage, on tombe toujours sur The Nana. Oui, sur The Nana. Et c'est vraiment The Nana parce que Vélin, elle a une... vous pouvez raconter l'histoire quand elle est arrivée la première fois? La première fois. En fait, quand elle a commencé, quand elle a manipulé. Ah ben voilà. Oui, parce que son conjoint, il était passionné de ça. Et la première fois qu'elle est montée sur la piste au Lorrain,
Donc je lui dis, tiens, elle se prénomme Marinella. Je dis, tiens, Marinella, voilà mon camion, tu roules. Mon Dieu, Michel, t'as pas peur que j'ai besoin que j'écrase ton camion? Je dis, mais non, c'est facile, tout ça. Finalement, elle a pris goût, avec un peu de dextérité, tout ça. Elle a été très attentive, très attentionnée. Elle a conduit mon camion, parce que ce camion, comment dirais-je, remorque. Semi-remorque. Oui, semi-remorque. Elle a conduit. Quand elle a pris goût, elle s'est dit, bon, Michel, est-ce que je peux conduire ton tracteur? Mais tiens, voici, pour le tracteur. Et si elle l'avait rayé? Comment? Et si elle l'avait rayé? Ah ben constat. Eh bien justement, parce qu'elle était dans une partie plate de la piste, oui. Tout ça. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte, elle a pris goût. Qui a été capable de... Et je vous dis, sincèrement, elle a fait marche arrière avec une semi-remorque plus son chargement. Elle est entrée entre deux camions du premier coup. Du premier coup. Voilà. Comme quoi. Hein. Des super nanas. Ah oui. Ouais. Moi je le dis de toute façon, un jour ou l'autre, si on regarde ce qui se passe au niveau international, dans différents pays, certains très connus, hein, on les cite ou pas, c'est pas la peine. Quand on voit ça, on se dit qu'un jour il faudra laisser le pouvoir aux femmes. Parce que là, on n'est pas capable, nous les mecs, à part se taper dessus et puis s'envoyer des bombes, on n'est pas capable. Donc un jour, il va falloir y penser, quoi. La politique, c'est pas pour nous. Ça n'engage que toi. Il n'y aura plus de guerre. Hein. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi, c'est vrai. Je suis pas sûr, c'est une question de personnalité. C'est une émission où il y a beaucoup de femmes, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de jeunes femmes. Mais il y a aussi des hommes très bien. C'est parce que oui. Merci, Léonore. C'est pas une question de sexe, c'est une question d'éducation et de préjugés et de renouvellement. Je pense qu'en éduquant mieux les petits garçons, on aura plus d'égalité aussi. Et en moi, je connais éduquant pas de mieux femmes aussi. qui ont fait la guerre, peut-être. Mais parce que la proportion est moindre. Parce que la proportion est moindre. Mais si tu mettais même les femmes au pouvoir, l'être humain reste l'être humain. Ouais. Vaste sujet. Alors, on termine avec Stéphanie. Pour terminer, je dirais, allez-y, allez au Lorrain, à Séguineau, rencontrer l'association LPMR et ses adhérents. Et puis, n'hésitez pas à passer toute l'après-midi et à attendre le soir. Parce que le soir, vous avez sur la piste qui a été donc fabriquée, toutes les semi-remorques, tous les camions qui sont allumés, voilà, avec le beau petit bruit et tout. Et qui font leur carnaval. Voilà, exactement. Ah oui. En tout cas, je remercie Monsieur Granavel, Michel, d'avoir bien voulu participer à l'émission. C'est pour moi d'être invité. Merci Michel, franchement merci. En sachant que le film, on fait un petit film pour vous exprès, et il sera diffusé donc à la suite de cette émission. Donc à la fin de l'émission, ne vous arrêtez pas, on ne mettra pas de générique tout de suite d'ailleurs, et vous aurez le film de Stéphanie qui fait l'essai avec l'interview qui a été fait sur place. Ouais. Alors, si je peux me permettre, alors comme Stéphanie a déjà conduit, les deux dames qui sont là, bien sûr, elles peuvent faire un tour loin. Vous allez conduire un camion. Et pas Éléonore. Pas Éléonore, méfiez-vous. Pourquoi? Ah, Éléonore, c'est un... Éléonore, elle est dans son troisième camion. Ah non, mais ouais. Donc, à chaque fois... Non, mais ça, il se moque de moi. Il se moque. Elle a un camion déjà. Hein. Parce que moi, j'ai commencé par l'hélico. J'en ai eu 6 hélicos. Après, il fallait trouver un terrain. Bon, maintenant, c'est devenu réglementaire. Bon, on ne peut pas faire voler les hélicos n'importe où. Et quand mon patron m'a parlé du camion, je me suis dit, mais tiens, là c'est l'idéal. Là c'est l'idéal. Qu'il gueule, qu'il vente. Je fais du camion chez moi. C'est excellent. Même sous la route aussi. Et j'ai même un buggy que Stéphanie a vu en démonstration pour exactement. Michel, ils vont nous massacrer, hein, Maxi, là, parce qu'on a dépassé le temps, là. Faut qu'on s'arrête, Michel. Allez tous. Allez, vous étiez donc avec la grande émission, le grand talk show automoto avec grandautomobile.fr, la bande d'AJM, donc sur Maxi Martinique. Nous étions à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martinique. Merci à vous. Merci Géraldine. Merci Géraldine d'être venue. Est-ce que tu reviendras nous voir, Géraldine? Mais bien sûr. T'es sûr? Certes. Bon, on espère, hein, vraiment. Hein. La prochaine fois, il y aura Beyoncé. Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci bien sûr à Dodge Ram Anti, notre voiture de l'émission, Jimmy. Yes, c'est toi qui l'as pris maintenant. Hein. T'as le Challenger, tu l'as reprise là. Ouais, je l'ai repris. Voilà, je l'ai laissé au nettoyage. On n'a plus de temps, mais il raconte sa vie. Bon, bref, oui. Nous avons l'immense plaisir et la joie de recevoir la parolière et interprète Jocelyne Berroir du groupe Cassav, mesdames et messieurs. Ouais. Et oui, Jocelyne Berroir qui sort aux éditions Le Cherche Midi, Loin de la mer, ou comment Cassav a créé le Zouk. Je vous conseille vraiment d'aller acheter ce livre. Absolument, ah oui, je conseille à tous. On s'est régalé.
régalé. 72 heures de lecture. lecture. Un vrai plaisir, je serais capable même de le relire. Moi, je vais le relire aussi, sûrement. Je le dis franchement, avec vérité. Merci à Daniel René Corail, artiste et manager de Jocelyne, avec nous normalement, mais elle a eu un empêchement qui a permis donc cette venue dans la bande AJM. Merci vraiment à elle. Et merci à Jimmy, parce que Jimmy aussi a eu sa petite intervention téléphonique pour qu'on puisse avoir Jocelyne avec nous. On passe ça sous silence, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'elle soit venue. Et qu'elle soit venue, voilà. Merci à Stéphanie Rome et Michel Granavel de l'association Les Passionnés des Modelleries du Haut-Lorrain. Merci encore Michel d'être venu. Merci Stéphanie pour ton super reportage. À voir donc tout de suite après cette émission. Merci à Éléonore. Et merci à Jean-Marc. Merci beaucoup. Yes. Merci aux auditeurs téléspectateurs. À la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plaisir pour la dernière avant la rentrée. Vacances. Merci à vous. Les vacances. Jimmy, tu pars où alors? Non mais attends, on s'en fout. Mais attends, mais c'est moi qui vous ai posé la question. La semaine prochaine, à bientôt. T'es relou.